Alors bonjour, donc je vais essayer de continuer à corriger l'exercice numéro 4 sur l'étude d'un condensateur plan. Déjà dans la première vidéo, j'ai répondu à la question numéro 1. Dans la deuxième vidéo, j'ai déjà traité les questions de 3 et 4. Et maintenant, je vais essayer de traiter dans cette vidéo-là la question 5 et 6. Alors, juste je dois signaler que l'autre fois, on a oublié de faire le calcul d'exprimer le vecteur polarisation P, donc je vais l'exprimer en premier, et puis je passe à trouver les expressions des densités de charge surfacique équivalentes à la polarisation. Et puis dans la suite, on va essayer de trouver l'expression de champ dit dépolarisant par deux méthodes, en se basant sur l'expression de champ macroscopique et puis en utilisant le théorème de Gauss, tout en utilisant les expressions déjà obtenues pour les charges. Donc je vais prendre mon tableau blanc. Donc on va commencer par chercher l'expression de la polarisation. Donc, expression du vecteur polarisation. Alors, bien sûr, on va utiliser la relation reliant P au champ électrique. Donc, déjà dans le cours, on a des cours pour un milieu LHI. Le vecteur polarisation P. Donc, il est proportionnel au champ électrique avec une constante de proportionnalité égale à epsilon 0, epsilon R, moins 1. Alors ça, sur epsilon R moins 1, c'est xi, si vous voulez. Okay. Fois le vecteur champ électrique. Okay. Alors, le champ électrique, c'est déjà exprimé. Donc, dans le milieu diélectrique, c'est-à-dire à l'intérieur, c'est-à-dire pour Z, pour les Z qui sont entre 0 et E, c'est-à-dire à l'intérieur de votre condensateur, on a trouvé que le champ électrique E, il est constant, il est uniforme, égal à sigma L sur epsilon. Donc epsilon 0, epsilon R si vous voulez, EZ, suivant EZ. Donc ce qui donne que P, ça va être donc, epsilon 0, epsilon R moins 1, sigma L, epsilon 0, epsilon R, EZ. Alors je vais faire des simplifications, donc je vais simplifier par epsilon 0 là, et puis encore je peux simplifier par epsilon R avec là, donc ça va donner moins 1 sur epsilon R, sigma L, suivant EZ. Voilà le vecteur polarisation. Bien sûr à l'intérieur de condensateur, parce qu'à l'extérieur il n'y a pas de polarisation. La polarisation est égale à 0 à l'extérieur parce qu'il n'y a pas de la matière. Vous voyez que là, donc, la partie, donc, là c'est positif, ce qui fait que P est dans le même sens que Z, dans le sens positif, et donc dans le même sens que le champ électrique, c'est-à-dire à l'intérieur de votre condensateur. Donc là vous avez cette plaque-là, elle est chargée négativement. Celle-là, il est chargé positivement. Je parle des charges libres là. Okay. Là, c'est moins sigma L. Et là, c'est plus sigma L. Donc, le champ électrique, c'est déjà exprimé. Il est dans ce sens. Il est clair parce que le champ, il est évident parce que le champ électrique doit être dirigé des charges positives vers les charges négatives. Donc, le vecteur polarisation là doit être dans le même sens. Parce que la formule vous dit ça.
Donc le vecteur polarisation, il est encore dans ce sens. Et il est uniforme, hein. Il est uniforme. Donc il est uniforme encore, c'est-à-dire il a la même valeur en deux points à l'intérieur de votre condensateur. Voilà le vecteur polarisation. Okay. Donc il est uniforme à l'intérieur. Ce vecteur-là, il est constant. Ok. Donc passons maintenant à chercher les densités de charge. Alors je signale tout simplement que là, il n'y a aucun intérêt à chercher la densité volumique parce qu'il est nul, donc vous pouvez le remarquer rapidement. Pour la densité, donc là, juste une remarque, si vous voulez, pour sigma P, pardon, pour ρP, alors là, ρP bien sûr, c'est par définition, c'est moins div P, ok. Donc le P déjà, donc, il ne possède qu'une composante sur Z, donc c'est P de Z EZ avec P de Z constante. Donc ça veut dire que là, c'est moins D de P de Z sur dz est égal à 0 parce que votre PZ est constant. C'est là, il est constant. Okay. C'est une constante. Il n'y a pas de charge en volume. Okay. Passons maintenant à chercher les charges en surface. Donc, puisque là, dans votre exercice, là, vous avez deux surfaces. Donc, vous avez un condensateur plan. Voilà le premier plan. Le deuxième. Donc, je vais avoir normalement des charges en surface qui vont s'accumuler sur les deux surfaces. Donc, je vais appeler la densité de charge sur cette surface-là, je vais l'appeler sigma P1. Et là, je vais l'appeler sigma P2. OK? Donc, je vais le chercher. Je vais chercher leur expression. Bien sûr, en fonction de sigma L. OK? Alors, par définition, donc déjà, sigma P1, qu'est-ce que je peux écrire? Donc, sigma P1, ça veut dire que je suis, pour Z est égal, Z là est égal à E. Et là, vous avez Z est égal à 0. Ok, donc sigma P1, ça va être P la projection de vecteur polarisation fois le vecteur unitaire N1 avec N1 il est perpendiculaire à cette surface là et il est dirigé vers l'extérieur. Voilà. Ok. Donc là je vais dire bien sûr P pour Z est égal à E, mais faites attention, le P il est constant, donc je sais pas l'appel de le signaler. Ok, donc c'est toujours le même P. Donc P c'est déjà, vous avez déjà son expression, donc c'est 1 moins 1 sur epsilon R sigma L EZ, tout ça scalaire N1. EZ il est dirigé dans ce sens, il est vers le haut. Voilà. Et donc ce produit scalaire, c'est tout simplement 1. C'est 1. Donc ça va donner finalement 1 moins 1 sur epsilon R sigma L. Cette charge-là, il est positif. Ok? Parce que cette quantité-là, il est positif. Faites attention. Mais faites attention, il est encore inférieur à sigma L. Donc, il est inférieur à sigma L. Ok? Donc, sigma, si vous voulez, sigma P1, il est entre 0
et sigma L. Ok? Alors, on va essayer de faire la même chose pour sigma P2, c'est-à-dire sur la deuxième surface. Toujours, je vais prendre toujours mon schéma. Ok. Maintenant, je suis sur la surface inférieure, donc j'ai appelé ça sigma P2. Ok. Donc là, par définition, sigma P2, ça va être la projection de vecteur polarisation. Le vecteur polarisation, il est à l'intérieur là. Fois le vecteur unitaire N2. Le N2, c'est le vecteur perpendiculaire à cette surface et il est dirigé vers l'extérieur. Et vous voyez qu'il est dans le sens opposé de EZ. Alors là, je vais avoir, si vous voulez, 1 moins 1 sur epsilon R, l'expression de alors est égal à 1 moins 1 sur epsilon R sigma L EZ N2. Faites attention cette fois-ci, cette quantité-là est égale à moins 1. Ok? Alors, égale donc 1 ok, sigma L et avec un signe moins là au début. Et donc cette quantité-là est négative. Ok? Donc, en résumé, donc je peux dire que sigma P1 est égal à une certaine quantité que je vais appeler sigma P et sigma P2 égale à la même quantité avec un signe moins. Bien sûr, avec ce sigma P, c'est cette quantité-là, donc c'est 1 moins 1 sur epsilon R sur sigma L. Fois sigma L, pardon. Ok? Et donc, vous voyez déjà que la première, elle est positive, la deuxième, elle est négative. Ok? Si vous faites un schéma, donc je vais faire un schéma. Donc, pour illustrer ce qu'on vient de trouver là. Donc, déjà, donc, vous avez des charges négatives libres là et des charges positives libres sur cette surface. Ok? Là, c'est moins sigma L et là, c'est plus sigma L. Ok? Et maintenant, on vient de montrer que sur cette surface-là, vous avez un sigma P qui est positif. Ça veut dire là, je vais avoir l'accumulation de charges positives de polarisation. Et là, c'est le contraire, donc je vais avoir des charges négatives. Là, c'est sigma P, et là, c'est moins sigma P. Et bien sûr, le vecteur polarisation, il serait dirigé, comme la définition le disait, des charges négatives vers les charges positives. Voilà. Le vecteur polarisation, c'est toujours, parce que c'est une densité de moment dipolaire, et le moment dipolaire, par définition, il est dirigé toujours des charges négatives vers les charges positives de polarisation, bien sûr. Okay? Et le champ électrique, bien sûr,
elle est dans ce sens. Pourquoi ce sens? Parce que je vais faire attention aux charges libres. Donc, elle est dirigée des charges positives libres vers les charges négatives libres. Le champ électrique est dans ce sens toujours. Okay. C'est bon? Alors, passons maintenant à la question suivante. Faites attention que là, toujours, vous pouvez montrer que la somme des charges avant la polarisation est toujours égale à la somme des charges après la polarisation. C'est-à-dire on a toujours la conservation de la charge. Ça, vous pouvez le montrer vous-même. Alors, passons maintenant à la question suivante sur... donc on va essayer de chercher le champ des polarisants EP. Et en répondant à cette question-là, on va donner plus de signification physique à ce champ dépolarisant. Donc c'est quoi ce champ dépolarisant? On a parlé de ça plusieurs fois dans l'exercice 1, dans l'exercice 2. Je vais encore vous donner plus de signification à ce champ. Et surtout que là, on va le traiter par deux méthodes. La première méthode qui est équivalente à la méthode qu'on a utilisée dans l'exercice 1, et la méthode 2 qui est équivalente à la méthode qu'on a utilisée dans l'exercice 2. Alors, champ dépolarisant. Alors, donc je vais essayer de l'exprimer. Alors, je vais utiliser la première méthode. Okay. Donc, l'autre fois, on a dit que à chaque fois que vous avez un milieu matériel, alors le champ à l'intérieur là, qu'on a symbolisé le champ E, qu'on a appelé le champ macroscopique, on a dit que ce champ normalement, c'est la somme de deux champs, c'est la superposition de deux champs. Un champ qu'on appelait le champ E0, c'est-à-dire c'est le champ que je peux y avoir s'il n'y a pas de matière. Donc j'imagine s'il n'y a pas de matière là, que serait la valeur de ce champ. Donc je vais appeler E0. Et ce champ il est toujours supérieur à celui à la valeur de champ macroscopique. Plus un autre champ qui apparaît dans le sens opposé, qu'on appelle le champ dépolarisant, EP. Ok? Et on a dit que ce champ-là, E est égal à la somme de ces deux champs. E, champ macroscopique, c'est le champ E0, donc la somme vectorielle bien sûr. Ceci ne signifie pas que le champ E est supérieur à E0 parce que je vais montrer un plus, mais en vecteur, là c'est une somme vectorielle, EP. Ok? Et donc, le champ dépolarisant dont je cherche là, ça va être E moins E0. Et il est clair que cette quantité-là va être dans le sens opposé de E0. Parce que la quantité E là, il est inférieure à E0. Donc, déjà les expressions, donc E c'est quoi? C'est le champ, c'est la valeur de champ qu'on a trouvé dans la question numéro 4. C'est sigma L sur epsilon, suivant EZ. Et c'est quoi E0? Donc, il va y avoir toujours la même forme d'expression, sigma L, mais dans le cas où il n'y a pas de la matière. Ça veut dire, lorsque ce epsilon
est égal à epsilon 0, ou bien lorsque epsilon R est égal à 1. Okay? Et donc finalement, je vais voir, donc vous pouvez voir là que en effet, cette quantité-là est égale à 1 sur epsilon R E0. C'est-à-dire si vous multipliez E0 par 1 sur epsilon R, vous aurez E. Et il est clair que donc l'intensité de E, il est inférieur à E0 parce que vous divisez par un nombre supérieur à 1 là. Okay? Donc ça veut dire que la présence de la matière à l'intérieur de condensateur va diminuer l'intensité de champ électrique. Et pourquoi ça? Parce que on va avoir l'apparition d'un champ dans le sens opposé. Et donc finalement, là, je vais voir si vous laissez E0 facteur, donc là c'est 1 sur epsilon R moins 1. Ou bien, donc en prenant l'expression de E0, donc sigma L sur epsilon 0, facteur de 1 sur epsilon R moins 1, suivant Z. Et vous voyez bien que cette quantité-là, elle est négative. Ok? Ça veut dire que ça, en effet, je peux l'écrire mieux pour faire apparaître le signe moins. C'est moins sigma L sur epsilon 0, facteur de 1, moins 1 sur epsilon 1. Je vais faire apparaître un signe EZ. Ça veut dire qu'il est dans le sens opposé de EZ. EZ, il est dans ce sens. Ok? Donc, il est clair que votre champ dépolarisant, il est dans le sens inverse de EZ. Ok? Donc, ça, c'est le champ dépolarisant EP. Encore remarquez que, parce que dans la question numéro 4, on a montré que P, le vecteur polarisation, c'est 1 moins 1 sur epsilon R EZ, pardon, fois sigma L EZ. Implique que votre champ des polarisations, je peux l'exprimer en fonction de P. Ça, c'est demandé dans la question. Alors, il est donc là, vous pouvez le remarquer, voilà votre vecteur polarisation, si vous voulez. Ok, pardon. Voilà, ça c'est le vecteur polarisation P. Et donc, ça signifie que ça c'est moins P sur epsilon 0. Okay. Donc, ça veut dire que pourquoi je fais ça? Parce que le champ dépolarisant, il est directement relié à la polarisation. Okay. Et encore, vous pouvez remarquer que si vous prenez, parce que sigma P encore, c'était 1 moins 1 sur epsilon R sigma L. Et donc, vous pouvez remarquer que votre EP, encore, il s'écrit donc là, qu'est-ce que je vais avoir? Moins sigma P sur epsilon 0 EZ. Et ça, c'est très intéressant, cette formule-là, parce que si vous faites attention, c'est de la même forme que E. Alors, je vais faire un diapo. Alors, si vous essayez de faire une petite comparaison, une petite comparaison donc là, donc le E, c'était sigma L sur epsilon,
EZ et EP, c'est bien, je vais prendre, c'est mieux, je vais prendre E0. E0. Ok? EP, c'est sigma P sur epsilon 0. EZ avec un signe moins. Attention. Alors, qu'est-ce que vous pouvez voir? Que le champ E0, il est créé par les charges libres, alors que le champ de polarisation, c'est le champ normalement qui apparaît, donc il apparaît comme un champ qui a été créé par les charges de polarisation, sauf que dans le sens opposé de champ créé par les charges libres. Okay? Donc là, c'est comme vous avez du vide là, et vous avez là des charges de ce côté-là qui sont négatifs, et là des charges positifs. Là encore, vous avez du vide. Okay? Vous pouvez l'imaginer comme ça. Et vous avez là des charges. Sauf que de ce côté-là, vous avez des charges positives. De ce côté-là, vous avez des charges négatives. Alors, ces charges-là vont créer un champ EP qui est dirigé toujours dans le sens des charges négatives. Et là, vous avez un champ créé encore vers les charges négatives. Ok? Faites attention parce que là, les charges là, c'est sigma P. Alors que là, c'est sigma L. Ok? Et finalement, la combinaison de ça qui va donner, donc si vous faites la somme des deux champs, il va vous donner le champ E, qu'on appelle le champ macroscopique. Ok? Donc ça va vous donner encore une idée sur le champ dépolarisant. Ok? Alors, voilà donc la première méthode. Alors, la deuxième méthode, en effet, je vais utiliser cette remarque-là. Donc là, j'observe très bien comment le champ il apparaît comme étant c'est le champ créé par les charges de polarisation à l'intérieur de condensateur. Donc, l'idée, c'est que pourquoi on n'utilise pas le théorème de Gauss pour chercher l'intensité de EP en tenant compte que des charges de polarisation. C'est-à-dire, je vais considérer que dans cet espace-là, il n'y a que les charges de polarisation. Et à ce moment-là, je peux trouver l'intensité de EP. C'est-à-dire, je ne vais pas prendre les charges libres, parce que si vous prenez les charges libres à la fois avec les charges de polarisation, vous tombez sur le champ macroscopique qu'on a déjà trouvé. Mais là, je vais imaginer que c'est juste les charges de polarisation qui existent, et à ce moment-là, je me tombe sur l'expression de EP. Donc, on va voir ça. Donc, ça va être la deuxième méthode. Alors, voilà, donc, si vous voulez, donc je vais essayer de deuxième méthode pour EP. Alors, je vais imaginer, et en effet, si vous avez fait attention, c'est la méthode que j'ai utilisée dans l'exercice 2. Peut-être que vous n'avez pas bien compris, mais j'ai utilisé le même principe, sauf que dans l'exercice 2, je n'ai pas utilisé le théorème de Gauss, mais j'ai utilisé le calcul direct. Mais si vous revenez sur la correction de cet exercice, vous trouverez que quand j'ai cherché EP, je n'ai pris en considération que les charges de polarisation et j'ai travaillé dans un milieu caractérisé par epsilon 0. Okay? Donc, essayez de revenir sur la correction et vous voyez ça. Alors, donc, la deuxième méthode, comme je viens de signaler, donc il est reposé sur le fait que je vais considérer que j'ai des distributions de charges surfaciques. Les charges, donc là j'ai une distribution sigma P et là j'ai moins sigma P.
et je vais essayer d'utiliser le théorème de Gauss. Donc, pour utiliser le théorème de Gauss, donc je vais choisir une surface de Gauss convenable. Donc là, dans ces situations-là, comme vous l'avez vu déjà, donc on peut considérer prendre un cylindre. Donc je vais effacer ça pour avoir plus d'espace. Donc je vais prendre un cylindre. Pardon, parce que si je prends un cylindre de cette manière-là, je vais trouver rien. Donc je vais prendre un cylindre juste là. Ok. Ok, voilà. Ok. Et donc, bien sûr, je ne vais pas refaire le calcul à l'extérieur parce qu'à l'extérieur, le champ de polarisation il est nul parce que tout à fait logique. Donc à l'extérieur là, EP est égal à 0 à l'extérieur, donc est égal à 0 sur cette surface. Donc là, vous avez un 0. Okay, donc là, c'est 0 pour cette surface-là. Okay, parce que le champ des polarisations n'existe qu'à l'intérieur de la matière. Okay, donc entre les armatures de condensateur. Et là, donc le champ des polarisants, il est orienté donc dans ce sens, okay, EP, vers les charges négatives. Donc sur cette surface-là, voilà mon champ P, EP. Le vecteur unitaire, il est encore dirigé dans le même sens, vers l'extérieur, je vais l'appeler N. Et bien sûr, sur la surface latérale, le flux il est nul parce que le champ des polarisants, il est porté par l'axe Z. Okay. Alors, je vais maintenant, donc avant de commencer à utiliser le théorème de Gauss, je vais essayer de déterminer la charge que vous avez à l'intérieur. Donc à l'intérieur de votre cylindre, voilà la surface normale. Donc là, l'intersection avec le plan supérieur. Ok, donc cette surface-là, elle est chargée. Voilà, donc elle porte une charge positive. Que là, vous avez sigma P. Cette charge positive que je vais appeler Q. Donc c'est Q intérieur. Ok, est égal à sigma P fois S. Avec S, c'est la surface de la base, SB si vous voulez. Okay. Et donc maintenant, je peux appliquer le théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss, il vous dit que l'intégrale fermée sur la surface fermée de Gauss, sigma, que le sigma c'est le cylindre entièrement, que le cylindre de champ, quel champ je cherche? Le champ de polarisation, EP ds, donc égal à quoi? Égal à la somme des charges. Donc puisque je cherche EP, c'est-à-dire les charges de polarisation à l'intérieur. Okay, je vais prendre juste les charges de polarisation et non pas les charges libres parce que je cherche tout simplement la contribution de champ dépolarisant. Bien sûr sur epsilon 0. Et donc de ce côté-là, qu'est-ce que vous avez? Donc N, ds et EP sont dans le même sens. Donc je vais avoir tout simplement là. Donc là, si vous voulez, vous avez l'axe EZ à un certain Z là. Donc EP de Z fois SB, c'est la surface de la base, donc c'est de base, égale. Donc de ce côté-là, on a dit que à l'intérieur, vous avez sigma P SB
sur epsilon 0. Donc, on peut simplifier les surfaces. Et vous avez EP, le module de Z, est égal à sigma P sur epsilon 0. Faites attention, ça c'est le module, c'est pas la valeur. Donc, mais déjà, à partir de cette figure-là, EP est égal à EP de Z suivant EZ. Si vous vous rappelez bien, les invariances et la symétrie. Avec un, oui, pardon, avec un signe moins. Là, il y a un signe moins. OK? Et donc, finalement, est égal à moins sigma P sur epsilon 0. EZ. Et ça, c'est le même résultat qu'on a obtenu précédemment. Voilà. Là, j'ai déjà, voilà, EP, on l'a trouvé. Donc, par la première méthode, c'est exactement la même chose. Okay. Okay. Donc, on vient de terminer cette question-là. Donc, je vais essayer de vous faire juste une remarque pour terminer cette vidéo-là. Alors, si vous vous rappelez bien, l'autre fois, lorsqu'on a essayé de chercher le champ électrique, on a passé par le calcul de D. Donc, on a cherché D. Et puis, à partir de D, on a en déduit donc, la valeur de champ macroscopique E. Alors, mais est-ce qu'on peut le faire sans passage par D? Donc, lorsqu'on était sur la question 2, ce n'était pas possible. Mais maintenant, je peux le faire. Pourquoi? Parce que jusqu'à ici, je connais très bien les expressions des charges de polarisation. Donc, les charges de polarisation sont connues, les charges libre sont connues, donc je peux faire mon calcul. Alors, comment je peux faire? Parce que le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'il vous dit? Là, c'est une remarque. Donc, on va essayer de chercher E une autre fois, par une autre méthode. OK? Donc, le théorème de Gauss, il vous dit que l'intégrale de E ds, c'est la charge totale à l'intérieur sur epsilon 0. Et quand je dirais la charge totale, ça veut dire que c'est la charge... Donc, la charge totale à l'intérieur sur epsilon 0, ça veut dire que c'est la charge de polarisation à l'intérieur plus les charges libres à l'intérieur de ma surface de Gauss que je vais choisir après. Okay. Alors maintenant, si je prends, donc je fais un schéma, je vais faire un petit schéma là. Voilà mon condensateur. Donc, qu'est-ce que vous avez comme charge? Donc, vous avez sur cette surface-là supérieure, vous avez moins sigma L, et puis vous avez plus sigma P. OK? Alors là, vous avez plus sigma L moins sigma P. OK? Bien sûr, le sigma P, on le connaît déjà son expression. Sigma P, on peut l'exprimer en fonction de sigma L. Donc, c'est 1 moins 1 sur epsilon R sigma L. Vous faites un petit calcul et vous trouvez que cette quantité-là, c'est moins sigma L sur epsilon R. Et cette quantité-là, c'est plus sigma L sur epsilon R. C'est la charge totale.
Ok. Alors, je vais choisir un cylindre. Pardon. Donc, un cylindre, je vais le choisir si vous voulez là. Ok. Donc, c'est là que je vais avoir des charges. Donc, ce plan-là, il est chargé. Donc, la charge que vous avez à l'intérieur, donc là, qu'est-ce que vous avez comme charge? Donc là, vous avez cette charge-là. Donc, vous avez que les charges libres, pas les charges de polarisation, plus les charges libres. Donc, vous avez en effet, sigma, là c'est moins sigma P S plus sigma L S. Ok? Ou bien tout simplement donc vous avez cette quantité en effet, donc moins sigma P, donc ça va être plus sigma L sur epsilon R fois S. Donc vous utilisez l'expression du sigma P. Donc voilà, en effet, la charge à l'intérieur, totale. La charge totale. Et donc, si on donc pour le champ électrique, donc là, on a dit que le champ électrique, E, il est dirigé dans ce sens. Donc là, voilà le champ E, il est collinéaire avec le vecteur unitaire N. Puis là, vous avez 0. Hein. Là, le champ, il est nul. Hein. Sur cette surface, le champ, il est nul parce que vous êtes à l'extérieur. Ça, c'est le résultat de la question numéro 1. Alors, je vais appliquer maintenant le théorème de Gauss. Peut-être que je vais prendre une autre page. Donc si vous revenez là, donc je vais faire la projection, ok, sur donc je vais avoir E de Z fois S qui est égal à quoi? À la charge totale. La charge totale, ça. Voilà la charge totale. Ça, c'est ma charge totale. Et à l'intérieur. J'ai déjà fait un petit calcul. Voilà, est égal à sigma L sur epsilon R fois S sur, n'oubliez pas ça, sur epsilon 0. Alors les S, on va les simplifier. Donc finalement, vous avez EZ qui est égal à sigma L sur epsilon R sur epsilon 0, c'est-à-dire sur epsilon. Et dites-moi, ça c'est le même résultat que vous avez avant, c'est-à-dire E, le champ E, est égal à EZ est égal à sigma L sur epsilon EZ. Ok? Donc ça c'est le résultat qu'on a obtenu déjà dans la question numéro 4, je pense. Ok? Sauf que là, j'ai pas passé par le calcul de vecteur déplacement D, mais j'ai fait le calcul directement. Et pourquoi j'ai réussi à le faire? Parce que maintenant, après le calcul de la densité des charges de polarisation, il était possible d'exprimer la charge totale. Donc, une fois que vous exprimez la charge totale, donc, ça va être simple à utiliser le théorème de Gauss. Ok? Alors là, juste je vais essayer de signaler ça sur un dernier diapo pour terminer avec cette question-là. Donc, voilà donc en résumé. Donc le champ E
macroscopique. Donc voilà. Puis vous avez le champ de polarisation, dépolarisant EP. Et bien sûr, le vecteur polarisation, il est dirigé vers le haut. Donc là, vous avez des charges, on a dit, moins sigma L. Puis là, vous avez plus sigma L. Et puis vous avez les charges de polarisation, là négatif et là positif. Alors là, vous avez moins sigma L, pardon, moins sigma P. Et là, vous avez plus sigma P. Alors là, juste pour vous donner une signification physique du champ dépolarisant EP, donc c'est quoi en effet? En effet, c'est quoi? C'est comme la résistance, donc le champ dépolarisant, il apparaît comme la résistance du milieu matériel. Donc lorsque vous essayez donc, de polariser votre milieu en utilisant un champ E0, okay? Le champ E0, donc ce milieu, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il va créer des charges, donc par le biais de la polarisation, il va créer des charges positives et des charges négatives d'une manière à ce que on voit l'apparition d'un champ électrique dépolarisant qui va s'opposer au champ électrique E. Bien sûr, dans un diélectrique, ce champ dépolarisant il est faible. Il est vraiment faible devant E parce que si vous faites une comparaison, le EP, donc votre champ dépolarisant EP, dans la formule, on a trouvé quoi? C'est moins sigma P sur epsilon 0, suivant en Z. Mais faites attention, sigma L, c'est quoi? Sigma P. C'est T1, c'est une fraction de sigma L. De sigma L. Alors, imaginez que epsilon R, par exemple, dans le typhon, si vous avez de typhon, epsilon R c'est 2,2. Ok? De faire un petit calcul, je vais faire un petit calcul avec ma calculatrice. Donc, qu'est-ce que je vais avoir comme pourcentage? Donc, en pourcentage, donc je vais avoir 1 moins l'inverse de 2,2. Donc, ça va donner comme pourcentage, si je n'ai pas trompé sur le calcul. Ok, je vais changer de calculatrice. Ok, donc comme calcul, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc là, donc 1 moins, on a dit, donc donc normalement ce nombre-là, c'est au voisinage de donc c'est au voisinage de 0,5. Donc là, c'est quelque chose qui est de 0,5, 4. Donc oui, 4. Sigma P. Ok? Sigma P. Donc si vous voulez là, ça va être au voisinage de 50%. Ok? Ça veut dire quoi? Que dans un diélectrique, le diélectrique va essayer de créer un champ dépolarisant dont l'intensité, c'est la moitié de l'intensité du champ que vous appliquez. Ça veut dire qu'il ne va pas y arriver totalement à annuler son champ. Mais faites attention, si vous êtes dans un métal, théoriquement dans un métal, le epsilon R est égal à l'infini. Et donc, si epsilon R est égal à l'infini, le sigma P, c'est exactement, pardon, là c'est L. Sigma P, c'est exactement sigma L. Et à ce moment-là, le champ dépolarisant, même si dans un métal, je ne peux pas parler de ça,
il va être de même ordre de grandeur que le champ que vous appliquez. Et le résultat, c'est qu'à l'intérieur d'un conducteur, si vous avez un conducteur, le champ électrique il est nul. Mais bien sûr, là, je fais juste une approximation, mais si vous prenez par exemple un milieu dont epsilon r est égal à 1500, ok? Ça, je pense que dans une question, on va traiter ça. Donc là, par exemple, on vous dit, on l'appelle donc là le titane de barium. Donc le titane de barium, il possède un epsilon r qui est égal à 1500. Ok, on va utiliser ça après. Alors, dans un tel matériau, avec epsilon est égal à 1, alors sigma p, ça va être quoi? Donc si vous faites un petit calcul, donc ça va donner, je vais essayer de faire mon calcul avec ma calculatrice. Donc 1 moins, donc l'inverse de 1500. Et donc ça va donner 9, pardon, 0,99993 sigma L. Là c'est L, hein, sigma L. Alors plus ou moins, si vous pouvez dire que sigma P presque égal à sigma L. Okay? Et si vous avez ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'intérieur de votre condensateur, le champ il va être nul. Parce que le champ dépolarisant il va être presque de même valeur que le champ E0. Okay? Et donc à ce moment-là, le champ dépolarisant il va annuler presque totalement le champ E0. Okay? Donc on va discuter ça après lorsqu'on va parler de la capacité d'un condensateur. Mais juste là pour vous donner une idée sur le rôle du champ dépolarisant, pourquoi il est là, donc qu'est-ce qu'il fait. Donc c'est la résistance en effet d'un milieu par rapport à l'excitation extérieure. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là et merci et à la prochaine.